La dernière fois, je vous ai parlé des 3 premiers opus de la saga Guinea Pig. C'était une vidéo dont je suis très fier, mais malheureusement, celle-ci a été interdite aux moins de 18 ans à cause d'une mauvaise censure de ma part. Cette deuxième partie a mis pas mal de temps à se faire car, un peu découragé, j'ai beaucoup hésité à continuer. J'ai donc décidé de prendre mon courage à deux mains en prenant un max de précautions avec cette partie 2. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une vidéo en non répertorié qui est en fait une version non censurée de cette dernière. Je vous invite également à voir la première partie de cette vidéo afin de mieux comprendre ce qui sera raconté. Évidemment, likez et partagez cette dernière si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, ainsi qu'à vous abonner et activez la cloche pour recevoir les notifs des prochaines sorties car YouTube n'aime pas les sujets violents et la limitation d'âge a grandement impacté les vues sur la première partie. Je compte sur votre soutien. Comme dans la première partie, ça va spoiler à foison, donc allez voir les films si vous voulez la surprise de la découverte. Ceci étant dit, nous pouvons passer au sujet de cette vidéo en commençant par... Dans la première partie, je vous parlais du troisième opus de la saga, que je considérais jusque-là comme le film le plus étrange de toute la saga. Eh bien, sachez qu'avec celui-là, on veut atteindre des sommets. Sorti en 86 et réalisé par Hajime Tabe, qui, 2 ans après, nous réalisera Star Virgin, que je n'ai pas vu, mais ça a l'air complètement barré. Ce quatrième opus nous met en avant Shinosuke Ikehata, un acteur drag queen. J'ai pas trouvé de source concernant son genre, donc vous m'excuserez à l'avance si je le ou la genre au masculin. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Qui est tout simplement une personnalité absolument géniale, avec une histoire, une vie, tout simplement passionnante. Ikehata est surtout connu sous le nom d'artiste Pita, sous lequel il apparaît dans les shows télévisés de variété et de revues musicales. C'est un pseudonyme adopté à l'âge de 16 ans en raison de sa ressemblance avec le personnage de Peter Pan. Donc, un producteur qui a réalisé un des plus grands films gore de l'histoire, un réalisateur chelou et un acteur passionnant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ce film ne semble pas avoir de réel fil rouge, étant donné qu'il raconte plusieurs histoires, parfois avec le personnage de la Devil Woman Doctor, donc je vais un peu rush cette partie pour des raisons que l'on expliquera dans la partie analyse. Mais franchement, je suis pas hyper fan de ce film. En fait, ça va un peu dans tous les sens, comme avec la scène d'ouverture où le personnage du docteur ouvre le thorax d'une poupée qui enverra une giclée de sang d'un coup. On ne sait pas grand chose de ce personnage, puisqu'il en dit très peu sur lui-même. On n'est pas aidé dans la scène d'après qui semble nous montrer un conflit familial, où le docteur fera une thérapie avec tous les membres en les insultant. Et s'ils répondent, leur tête explose. On passe rapidement sur une patiente dont il fait exploser le cœur en hurlant d'un coup. Puis sur un homme atteint d'un trouble qui fait que sa main droite a une conscience et peut agir librement. Ce dernier finit par faire un show de magie avec sa main qui finit de manière... Enfin voilà quoi. Il y a une ambiance dans le genre d'un cabinet des curiosités et c'est vraiment cool vu qu'à chaque scène on passe sur un cas différent et c'est montré avec beaucoup d'humour. Genre un yakuza avec un visage sur le ventre qui apprend à cohabiter ensemble en faisant des danses cheloues dans la rue. Un resto macabre où sont présentés des morceaux humains et autre chose peu ragoûtante au menu. Une scène où une femme est mariée à un mort-vivant. Une jeune femme trouvant un tas de chair informe qui va la poursuivre dans la rue. Un homme qui sue du sang, un tatouage vivant qui se déplace quand on essaye de le retirer, l'homme finira d'ailleurs sans peau, et enfin,
une scène que j'adore où 4 hommes sont assis sur un toit et discutent de problèmes surnaturels qu'ils ont contractés. Je vous laisse la surprise de découvrir la scène parce que c'est génial de surréalisme. Le film se finit avec une compilation de gens qui se mettent des fausses planches à clous dans le crâne. Dans cette scène, on peut notamment voir que toute l'équipe du tournage s'est donnée à cœur joie dans ce film. Ils ont vraiment, franchement, l'air de s'éclater. Mais alors, pourquoi j'aime pas ce film ? Ce qui est vraiment dommage avec ce film, c'est que le rythme est ultra bancal et qu'on ne sait pas vraiment où il va. Les histoires montrées vont vraiment dans tous les sens et il n'y a pas réellement de fil rouge ni de véritable fin. Après, ça fait son charme, surtout avec Shinosuke Ikehata dans le rôle principal qui nous offre une superbe performance. Mais le fait est là, on dirait plus une compilation de bizarreries qu'un véritable film. Et je trouve ça un peu dommage quand on voit le potentiel, ça aurait presque pu mieux passer pour une série en fait. Je pense que ce film aurait pu nous donner plus si on avait également une finalité à tout ça. Hajime Tabe, c'est un réalisateur complètement déjanté qui a d'énormes capacités. Et il nous l'a montré. On attendait mieux en fait de ce Guinea Pig 4. Après, le film reste très bien, mais il nous donne surtout l'impression de rester sur notre faim, en espérant que les suites soient meilleures. Bon, c'est quoi le prochain ? Guinea Pig 5 Android of Notre-Dame. Oh non. Oh non. Alors, par où commencer ? Il est sorti en 89, réalisé par Kazuhito Kuramoto, un casting aux petits oignons. Bon, je vais arrêter de faire genre, mais il s'agit malheureusement du pire opus de la saga. Pour moi, comme pour beaucoup. Alors, allons d'abord faire un bref résumé du film, et voyons ce qui ne va pas. Le film commence avec un vieux qui est branché à des machines, avec en fond des cloches d'église. Ce vieux, c'est notre personnage principal. On découvre que c'est un scientifique spécialisé en biomécanique. Ce dernier est à la recherche d'un moyen de sauver sa sœur qui est atteinte d'une grave maladie qui la fait mourir petit à petit. En parallèle, il travaille avec une compagnie qui lui fournit des cobayes pour ses recherches et en guise de Guinea Pig, je trouve ça super cool d'apporter un contexte au nom du film, eh bien il lui envoie un cadavre humain. Il se met donc au travail, mais l'expérience échoue car le corps de la femme n'était pas frais et qu'elle est morte depuis trop longtemps. Ce dernier pète les plombs, mais se souvient qu'il a une sœur, qui justement se réveille d'un cauchemar où elle voyait ce dernier venir dans sa chambre pour la tuer. Le lendemain, alors qu'il est dans le jardin avec sa sœur, une discussion étrange s'établit entre les deux. C'est alors qu'il est de nouveau pris dans ses recherches qu'il reçoit la visite de KT, le collaborateur qui lui a envoyé le cadavre. Ce dernier fait des menaces aux scientifiques car il souhaite en faire une machine à fric grâce à ses recherches. Bref, un scénario assez classique somme toute. Ce dernier l'amène donc vers son laboratoire, mais plot twist, il enclenche un mécanisme qui coupe les jambes de KT. Il possède désormais un corps frais pour ses expériences. Il ne gardera que la tête, qu'il réussira à maintenir en vie artificiellement. Il va donc s'amuser à le torturer en profitant du fait que celui-ci ne peut pas crier. La copine de KT finit par appeler et notre scientifique fou lui donne rendez-vous dans son labo en précisant que son petit ami est avec lui. Donc,
Elle se ramène et constate que sa tête a commencé à se décomposer. Et pour couronner le tout, notre scientifique a programmé le cerveau de Kate, je sais pas comment ça fonctionne, pour qu'il bute sa copine avec un bras mécanique qu'il a fabriqué. La table tombe, tuant Kate au passage. Il réalise donc sa dernière expérience en utilisant le corps de la copine de Kate pour ressusciter sa sœur. Parce que oui, je l'avais pas précisé, mais elle est morte entre-temps. Sauf que cette dernière ne souhaitait pas rester en vie et blâme son frère pour tous les méfaits qu'il a commis, laissant ce dernier dans le chagrin. Cependant, il n'a toujours pas pu se résoudre à laisser partir sa sœur et gardera son cerveau vers lui. Et vous vous souvenez du bruit de cloche au début avec le vieux? En fait, c'était lui qui tient le cerveau de sa sœur et ils finissent au sommet d'une église jusqu'à la fin des temps. Bon, passons à la partie analyse. Ce film est décevant. Sérieux, rien que le pitch nous montrait ce à quoi on devait s'attendre. Premièrement, faire de la SF avec cette saga n'était pas une mauvaise idée. Ensuite, même si je crache sur l'histoire, celle-ci est plutôt cool en rétrospective, les effets spéciaux sont plutôt bien aboutis et mieux réalisés que dans certains autres films de la saga, je pense notamment au 3e et 4e film qui ont des effets dignes d'un film de collégien et qui sont tout juste à la limite du passable. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Comme dans le 4e film, on voit clairement un manque de rythme. On s'ennuie pas mal durant le visionnage. J'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de passages où l'on voit la sœur du scientifique, et franchement, je pense que ça aurait pu être mieux exploité. Concernant un véritable aspect négatif, l'ambiance sonore est catastrophique. Tarantino disait par exemple qu'un grand film se devait également d'avoir une grande musique. Sinon ça ne collerait pas et malheureusement je ne peux pas dire de positif à ce niveau concernant ce film. C'était donc l'opus le moins apprécié de la saga et en le regardant, j'avais vraiment peur pour le 6e film. Et mes espoirs sont très vite remontés. Bon, là je vais pas vous mentir, c'est clairement, avec les 2 premiers films, l'un des opus les plus acclamés de toute la saga. Mermaid in the Manhole est un film sorti en 88 et réalisé par le grand, le majestueux, le seul et l'unique Hideshi Inno. Et oui, car après avoir réalisé Flower of Flesh and Blood, il a voulu continuer. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ce 6e film qui décide de partir dans la fantasy, voire le paranormal. Vous avez remarqué que j'ai un peu rush le 4e et 5e film, mais c'est dans l'objectif d'arriver à ce film précisément que j'ai fait ça. Je prendrai donc plus mon temps avec cet opus, et sans plus tarder, passons tout de suite au résumé de cette œuvre magistrale. L'ambiance est sale. Des vers et des insectes se nourrissent de tous les déchets ramenés dans les égouts. Et au milieu de ça, un bébé qui ne donne aucun signe de vie. Lui aussi, en train de se faire dévorer par cet environnement glaçant. C'est alors que nous découvrons notre personnage principal, un peintre dont le nom n'est pas cité, pour changer. Et ce dernier travaille sur une de ses toiles. On apprend alors de la part de ses voisins que sa femme est morte ou partie et qu'il a décidé de se reclure de la société, ne sortant que de temps en temps avec un carnet de dessin et une simple lampe torche. Le peintre se dirigeait en fait dans les égouts, et c'est dans cet environnement menaçant qu'il y trouve l'inspiration pour ses croquis. Mais c'est en se baladant qu'il finit par y trouver son chat, mort.
Il décide donc de le peindre, un super signe que sa santé mentale est au top niveau, et c'est alors qu'il entend un bruit qui attire son attention. Quelque chose est dans l'eau. Il se rapproche et tombe sur une sirène. Elle est blessée et notre peintre nous dévoile alors qu'il la connaît et qu'il a entretenu une sorte d'obsession pour elle. Il souhaite la peindre, ce qu'il fait. Cependant, la situation change lorsque cette sirène montre des signes d'affaiblissement à cause de ses blessures. Il se résout alors et décide de la ramener chez lui. On passe sur un plan où l'on voit deux hommes transporter une baignoire jusqu'à la maison du peintre. Pendant ce temps, la voisine observe tout de manière très intrusive à la limite du voyeurisme. La baignoire, une fois installée dans l'atelier du peintre, accueille désormais la sirène. Il trouve un médicament qui peut potentiellement l'aider, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à de la bouffe pour poisson vu comment il verse ça dans la baignoire. Mais il est rapidement stoppé par la sirène qui lui demande de poursuivre sa peinture. Il se met donc au travail. Pendant ce temps, on y retrouve la voisine qui fait du voyeurisme comme à son habitude, cette fois-ci avec son mari qui se pose à nouveau des questions sur le peintre. Probablement la seule phrase sensée jusque-là. On découvre alors que la situation de notre sirène empire. Ses blessures ne guérissent pas, au contraire, elles s'élargissent pour atteindre tout son ventre. Et puis, elle est soudain reprise de douleur. Ça a l'air encore pire qu'avant, étant donné qu'elle se met à saigner énormément. Le peintre panique, ne sachant trop quoi faire, il se saisit d'une serviette et la pose sur sa plaie. Il accourt pour y trouver d'autres serviettes, l'aidant du mieux qu'il peut. Après un moment, la douleur semble s'être calmée. Il décide de lui préparer du poisson pour la requinquer. On passe ensuite sur un plan du peintre en train de jeter ses poubelles. Mais la voisine, définitivement trop curieuse, fouille dans sa poubelle et y découvre une tête de thon. Elle en parle à son mari et lui confie ses craintes concernant leur voisin. Et au même moment, on y voit le peintre, un rasoir à la main, et la sirène est dans un état qui ne semble pas s'améliorer. Elle lui demande de couper les pustules qu'il y a sur son corps, qui s'avèrent être des tumeurs en passant. Et celles-ci sont remplies de liquide de différentes couleurs. Il récolte le liquide qui servira à faire la peinture pour son œuvre. Je vous passe les détails parce que c'est particulièrement trash à regarder, mais en gros il récupère plein de couleurs comme du orange, du violet, du bleu, du vert, du rouge et la plupart des couleurs de base quoi. Malgré la souffrance endurée, la sirène est toujours en vie. Il continue de la peindre et devient de plus en plus erratique, et la scène se termine sur un plan d'une écaille qui semble s'être détachée, flottant dans la baignoire et replongée. Dehors, il pleut à grosses gouttes. L'ambiance dans l'atelier devient de plus en plus sombre. Il continue de peindre, mais la sirène est dans un état de plus en plus désastreux. Il est obsédé par sa peinture. Ne regardant que rarement son sujet, il fait une pause et décide d'aller chercher du poisson. Mais en remontant, il entend alors les gémissements de douleur de la pauvre sirène. C'est alors qu'on voit qu'une colonie de vers s'est créée sur son corps et commence à la dévorer de l'intérieur. Il tente de les retirer, mais certains sont déjà entrés en elle. Il panique, mais soudainement, son ventre s'ouvre, laissant tomber ses organes. Malgré tout, elle respire encore, mais finit par laisser son dernier souffle. Le peintre tombe alors dans une spirale infernale.
Le corps de la sirène se décompose, mais il continue sa peinture. Il remarque alors que celle-ci a repris connaissance et a commencé à vomir des vers dans une scène qui est vraiment absolument dégueulasse. Et lorsqu'il continuait sa peinture, la sirène se batta alors contre une ultime agonie. Elle implore ainsi au peintre de mettre fin à ses jours. Il se saisit alors d'une hachette et commence à la démembrer. Il découvre également qu'elle était enceinte. On revient sur les voisins qui, en voyant du sang couler de leur plafond, décident d'aller chez le peintre pour voir si tout va bien et si jamais il est en danger. Ils entrent dans son atelier et sont accueillis par une vision macabre. Le peintre avait complètement démembré la sirène et avait perdu la raison. La police a été appelée, le peintre a été interpellé et un interrogatoire des voisins commença. Ils disent y avoir vu ce qui semble être la femme du peintre et restent profondément choqués. On pourrait penser qu'il s'agit du récit d'un homme qui plonge dans la folie et finit par tuer sa femme, mais d'un coup, on est ramené à quelque chose d'étrange et surnaturel. Les policiers disent avoir découvert le corps démembré de sa femme, qui apparemment était enceinte de 8 mois et qu'elle était atteinte d'un cancer de l'estomac, laissant donc supposer que cette histoire racontait la psychose du peintre qui était schizophrène d'après les psychologues. Mais une question subsiste, puisque sur les lieux du crime, on y trouvera une écaille, mais les experts n'ont pu déterminer à quelle espèce de poisson elle appartenait. Ok, c'était vraiment génial. Ce film, c'était de la pure bombe atomique. Tout le long, on est ultra impliqué dans le récit, l'histoire et la manière dont c'est mis en scène, c'est juste brillant. Venant de Hideshi Inno, je ne pouvais que m'attendre à une masterclass, mais là, il a dépassé absolument toutes mes attentes. On peut y voir une superbe métaphore d'un homme qui a déjà tout perdu et qui perd peu à peu pied avec la réalité, se rattachant à une once d'espoir symbolisée par l'image de la sirène. On peut aussi y voir une métaphore de la perte de l'être aimé, de voir qu'on est impuissant face à la maladie, et les dégâts que ça engendre une fois que celle-ci nous a tout pris. J'ai rarement vu des œuvres qui nous perdent dans autant de façons de voir les choses. Vu qu'on ne peut pas dire avec certitude qu'il y a une réelle logique dans cette histoire, la preuve avec le plan final qui nous fait douter sur les affirmations des voisins ainsi que de ceux de la police, si c'est bel et bien un meurtre, alors que fait cette écaille sur le plan de fin ? Ça laisse une part de surnaturel et ça nous fait nous poser énormément de questions. Mais en réfléchissant, tous les arguments se cassent la gueule les uns après les autres. Si c'était bien une sirène, pourquoi elle était enceinte ? Et si c'était bien sa femme, pourquoi l'a-t-il trouvée dans les égouts ?
trop de questions auxquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponse. Et moi, ça me fascine. En parallèle, je serais même pas étonné que ce film ait inspiré un certain Junji Ito, presque 10 ans après, pour le 9e chapitre de son manga Tomie. C'est le genre d'œuvre intemporelle qui inspirera une génération de créateurs de contenu. Alors, je pose la question aux esprits inventifs qui me regardent. Si eux ont pu le faire, pourquoi pas vous ? Guinea Pig, c'est une saga qui avait déjà un statut culte, rien qu'avec son premier film. Elle inspirera une génération entière de créateurs du monde entier. De Koji Shiraishi avec Grotesque, Eli Roth avec Hostel, James Wan avec la saga Saw, John Eric Dowdle avec The Poughkeepsie Tapes, je sais même pas prononcer le nom de ce film. Et même en France, quand on voit des films comme Martyr ou Taxidermie, qui est une production franco-américaine ou canadienne, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais pour dire que ces films inspirent, et même si tous ces films que j'ai cités ne sont pas explicitement inspirés de Guinea Pig, ils font tous partie d'une famille qui s'appelle le torture porn. Ce terme n'apparaît réellement que dans le début des années 2000 et il s'agit d'un sous-genre du cinéma d'horreur. La définition qu'on peut en donner serait la suivante selon Wikipédia. Il s'agit d'histoires dramatiques, souvent désespérées et rarement avec un happy end, où des individus vont se retrouver à la merci de sadiques pervers, agissant en solo, mais aussi quelquefois en groupe. Les victimes seront soumises à toute forme de brutalité, de torture et autres atrocités qui les mèneront généralement à une issue fatale. On peut également y voir des similitudes avec le cinéma d'exploitation, puisque dans la plupart de ces films, les victimes sont des jeunes femmes, souvent torturées, forcées à se prostituer, voire même violées. Ça donnera d'ailleurs naissance à un autre sous-genre appelé le Rape and Revenge. Parfois, les films utilisant des codes du torture porn peuvent être très réussis, parfois beaucoup moins. Et il y aurait énormément de choses passionnantes que je pourrais dire sur ce genre, mais je me réserve ça pour une future vidéo. Si j'ai voulu parler de Guinea Pig, c'est pour vous montrer les aspects positivement créatifs qu'on peut retrouver dans des œuvres utilisant une telle violence. Forcément, ça sera pas pour tout le monde. Mais si j'ai décidé de parler de cette saga, c'est avant tout pour rebondir sur le sujet de ma toute première vidéo où je vous parlais de Lucifer Valentine. Comme dit dans cette vidéo, vous n'aurez aucun intérêt à regarder la saga Vomigore, si ce n'est d'alimenter votre curiosité morbide, et pas forcément dans le bon sens. Donc, pour ces deux parties, je voulais vous présenter quelque chose de plus sain, qui ne mette personne en danger, et qui, évidemment, ne fait pas la promotion de comportements odieux. J'ai malheureusement connu beaucoup de gens qui sont tombés dans la spirale du contenu violent. J'en ai moi-même fait partie. Mais ça ne fait que normaliser ce genre de vision horrible et ça nous transforme dans notre comportement. Il y a d'autres manières de nourrir cette curiosité morbide avec des choses beaucoup plus saines pour votre esprit. Donc voilà 6 films dont j'ai la certitude qu'ils ne vous changeront pas en psychopathe. Prenez soin de vous et faites attention à ce que vous regardez. La prochaine fois, on ne parlera pas de cinéma, mais d'un autre sujet qui me tient énormément à cœur, la musique. Alors, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne rien manquer, suivez-moi sur Instagram et sur Twitch, ça fait toujours plaisir, et moi, je vous dis à la prochaine.